Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Bonjour à vous, nos auditeurs sur FM et téléspectateurs sur YouTube de votre magazine environnemental Top Vert. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir M. René Ngongo. M. René Ngongo est conseiller de la République. Il est rapporteur au sein du Conseil économique et social de notre pays. Avec lui, nous allons essayer de répondre à la question. La voici. Quel modèle économique pour une gestion durable du secteur de l'environnement en République démocratique du Congo? Bonjour, Monsieur Ngongo. Bonjour, madame. Bienvenue à Top Congo FM. Merci pour l'invitation. OK, merci. Alors, avant d'aller plus loin, Monsieur Ngongo, nous pouvons, ou si vous voulez, nous faire une brève présentation de l'institution dans laquelle vous êtes rapporteur. Conseil économique et social. Merci, vous venez de parler du Conseil économique et social, une assemblée consultative qui a comme mandat de donner des avis qui sont évidemment consultatifs. Et nos avis sont adressés à la présidente de la République comme première institution, au Parlement, les deux chambres, Assemblée nationale, Sénat, mais aussi au gouvernement, aussi bien national que provincial. Et nous avons des types de saisines. Il y a les saisines qui viennent justement de ces institutions qui saisissent pour des questions qui touchent les sociales des Congolais, l'économie et même les secteurs culturels et environnemental. Les membres du Conseil économique qui proviennent de plusieurs couches de la population donnent aussi leurs avis. En fait, c'est une forme de démocratie participative. Les différentes corporations participent à travers le Conseil économique à la vie nationale en donnant des avis. C'est comme ça que nous avons pratiquement toutes les couches qui sont représentées. Vous avez les patronats, les syndicats, les confessions religieuses. Il y a aussi des chefs coutumiers. Les autorités traditionnelles qui sont avec nous, les associations féminines. Et nous avons les représentants de toutes les provinces. Donc nous avons 26 représentants des provinces sur les 68 membres, mais nous avons aussi plusieurs associations, les ordres des architectes, des infirmiers, les médecins. Nous avons vraiment toutes les catégories se retrouvent et réfléchissent en profondeur sur toutes les questions qui impactent la vie sociale, économique, environnementale et même culturelle des citoyens congolais. Alors, vous êtes à votre deuxième mandat, oui. C'est ça? Nous sommes à la deuxième mandature depuis que le Conseil a été institué en 2014. Vous avez commencé en quelle année, la deuxième mandature? Ça a commencé à quelle année? La deuxième mandature a commencé en 2020. En 2020. Donc, c'est un mandat de combien d'années? De 5 ans renouvelables. 5 ans. Donc, en 2025, oui. C'est fini, c'est ça? La mandature est finie, mais le conseil n'est pas fini. Oui, pas le conseil. J'allais dire, en fait, le mandat sera à la fin et puis il faudra renouveler. Donc, c'est ça. Alors, depuis que vous avez commencé... Je dois préciser que c'est chaque corporation qui, de manière démocratique, choisit ses représentants. Délègue une personne. Il y a des catégories qui ont 5 personnes, par exemple les syndicats, les patronats, la société civile et les confessions religieuses. Il y a d'autres catégories qui ont 3 représentants. Nous avons aussi 2 représentants de la diaspora congolaise. Ah bon? Nous avons aussi 3 personnalités qui sont désignées par les chefs de l'État. Donc ça fait au total 68 membres qui siégeons et qui donnent des avis consultatifs aux décideurs de notre nation. OK. Alors, depuis que vous êtes là, en fait, depuis les débuts de cette deuxième mandature, quels sont les différents avis que vous avez émis? Nous avons émis beaucoup d'avis sur les questions sociales,
sur les questions qui touchent à l'économie, qui touchent au culturel. La liste est vraiment très longue. Mais vous pouvez quand même nous rappeler 2 ou 3 avis qui soient très importants quand même. Je vais prendre à tout hasard les derniers avis qui sont sous presse. La nécessité d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre pour la RDC. Nous avons montré l'importance d'avoir notre propre satellite pour avoir des données, ne pas être trop dépendant. Et ça, c'est un avis qui est... Nous avons travaillé sur la mobilisation des fonds verts pour le climat en faveur de la République du Congo, un impératif pour ces pays solutions. Ça fait longtemps que nous participons à ce genre de rencontres, mais il faut que la RDC bénéficie réellement de ces fonds verts pour le climat, parce que, vous le savez, et là, les ministères en charge de l'environnement essaient de le dire, nous sommes un pays solution et le chef d'État a pris ses plaidoyers au niveau international. Et nous, à travers notre avis, nous avons mis un accent sur ces questions. Là, j'ai abordé plus des avis sur les questions environnementales, mais nous avons, par exemple, un avis sur la gouvernance. Vous savez que tout part de la gouvernance. Vous pouvez avoir des ressources, vous pouvez avoir... Mais si la gouvernance n'est pas bonne, vous n'aurez pas de résultats escomptés et c'est difficile d'arriver au développement durable, comme vous l'avez. Donc, il y a les profils de la gouvernance et nous avons abordé chaque thématique. Il y a à peu près 12 thématiques qui sont abordées sur la question de gouvernance. Nous avons abordé les questions des avis sur les domaines agricoles. Par exemple, les services nationaux, un centre de formation et un entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs. Nous avons une très bonne initiative, le service national. Mais le Conseil économique est entré en profondeur pour montrer l'importance d'avoir ces services et que ce soit des bâtisseurs vraiment au profit de la nation. C'est vrai qu'on a commencé par le Kuluna et on a l'impression que le service national, c'est un recyclage de Kuluna. Non, ça va au-delà de ça. Et nous avons fait un avis qui est en cours. Vous savez que le pays est allé vraiment à innover cette année par le gouvernement avec le programme de 145 territoires. Le Conseil économique a s'est prononcé là-dessus. Et ça s'appelle le programme de développement local de 145 territoires, observation contributive du Conseil économique et social. Nous avons aussi abordé un aspect qui est très important. C'est la rivalisation du pouvoir coutumier et la réhabilitation des tribunaux coutumiers. Vous savez qu'avec l'arrivée de la colonisation, ça a désarticulé ces systèmes. Et ça a été aggravé encore sous la Deuxième République, où les chefs coutumiers ont perdu leur pouvoir. Il y en a qui ont été mités, ils sont devenus pratiquement des administratifs. Cet avis donne beaucoup d'informations, comment on peut revaloriser les pouvoirs coutumiers. Nous avons aussi abordé la question de balabala à l'État. C'est-à-dire face à cette question d'embouteillage. C'est une question... En fait, nous sommes attentifs aux préoccupations des populations parce que nous vivons dans la population. Et il y a un avis qui touche ces questions pour montrer comment on peut régler ces questions d'embouteillage dans les centres urbains. Il y a des avis qui portent sur les questions de la gestion des déchets. Nous avons abordé les avis sur les forages. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a prolifération de forages avec des conséquences incalculables sur la santé. Et le Conseil s'est penché sur cette question-là. Évidemment, la question de gestion des déchets. En fait, nos avis, ce n'est pas parce qu'on parle des déchets lors d'une session qu'on ne pourra plus reparler de ça. Sur ça. Il y a toujours des aspects... Par exemple, oui. Monsieur Ngong, alors, vous émettez des avis. En fait, je ne sais pas, vous donnez des avis. Et ces avis-là, vous les transmettez soit au président de la République, soit au Parlement, soit aussi à une institution concernée directement. Mais est-ce qu'il y a toujours des répondants? Si nous pouvons comprendre un peu le travail que vous faites au niveau de votre conseil. Tout à l'heure, madame, merci pour cette question. J'avais dit que nous avons d'abord plusieurs voies d'expression. Il y a les saisines. Les autorités, les chefs d'État en premier, saisissent les conseils pour une préoccupation. Il veut avoir l'avis consultatif du conseil. Et là, il y a beaucoup d'avis qui sont faits et envoyés directement à qui des droits. À qui des droits, la personne qui l'a sollicité. Qui a sollicité. Et ces demandes, ces saisines proviennent de l'Assemblée nationale,
du Sénat, même des gouvernements provinciaux. On a déjà travaillé avec quelques provinces qui ont saisi les conseils économiques. C'est par exemple les Haut-Ouélé, la province de la Mongala, avec la question d'érosion. Et ça, c'est vraiment des saisines qui viennent. Mais comme nous avons des conseillers de la République qui vivent au quotidien là, avec la population, il y a des autosaisines qui viennent des différents membres. Après ces jours, bon, je ne parlais pas de vacances parlementaires comme pour les députés. Vacances de la République. Non, nous, on n'a pas de vacances parce que nous travaillons en permanence avec la population. Et à la fin, nous appelons ça intercession. C'est la période où nous ne sommes pas en session. Quand nous sommes en session, pendant 2 mois, en fait, c'est ce que j'allais dire, nous avons 2 sessions ordinaires, c'est avril, mai et octobre, novembre. Les restes du temps, nous sommes à l'intercession comme maintenant. Les conseils de la République travaillent sur des sujets, des thématiques précis, parce que je disais tout à l'heure que nous avons cette commission permanente qui travaille sur les différentes thématiques par rapport à la vie sociale de la population. Donc, ça, c'est des avis que nous émettons et c'est au destinataire. Donc, pour lesquels vous n'insistez pas pour avoir du répondant, vous n'insistez pas que ça soit pris vraiment en compte, non? Non, parce que quand on vous demande un conseil, vous êtes conseiller, vous donnez votre conseil. Et puis, la suite, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas dans la mise en œuvre de ces conseils. Donc, c'est lui qui reçoit les conseils, qui les met en application. Et vous constatez, et c'est vrai, on constate plusieurs fois que ces conseils, nos avis sont pris en compte dans les fonctionnements des institutions. Il y a des choses qui se passent, nous disons, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte. Donc, en quelque sorte, vos avis ne sont pas contraignants. Non, ce sont des avis consultatifs. Nous sommes une assemblée consultative. Okay. En fait, c'est une forme de démocratie participative. L'autorité veut recueillir l'avis des citoyens. Et à ce moment-là, il passe par le conseil économique qui donne un avis consultatif. OK. Ouais. Alors, c'était là une brève présentation quand même du Conseil économique et social. Mais aujourd'hui, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous allons parler du modèle économique, puisque vous êtes du Conseil économique et social, du modèle économique pour une gestion durable du secteur de l'environnement en République démocratique du Congo. Ici, tout à l'heure, vous avez essayé d'énumérer quelques avis que vous aviez donnés sur les questions liées à l'environnement. Il y a le fourrage, par exemple, c'est aussi, ça fait partie de l'environnement. Il y a la gestion durable des déchets, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant la gestion durable des déchets, par exemple? L'avis que vous aviez donné, c'était quel conseil que vous aviez donné comme, en fait, prodigué, hein, les déchets dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, sont des opportunités. Ici, ça devient des nuisances. Je ne sais pas si je me fais comprendre, madame. Ailleurs, on recycle les déchets et ça apporte un plus. Et nous, malheureusement, il y a cette phase de recyclage qui ne se fait pas et les déchets deviennent des nuisances. Nous avons montré à travers les avis la nécessité d'aller au recyclage. Et cela passe par une éducation, parce que ça commence par la maison. Comment nous gérons les déchets au sein de nos familles? Parce qu'on ne peut pas comme ça avoir de bons résultats. On a vu plusieurs tentatives, Kinbopeto, il y a eu tous ces programmes avec l'Union européenne. Mais ça doit passer par l'éducation. Et on a montré l'importance de l'éducation au sein des familles, comment on peut vraiment boucler la chaîne avec la collecte, les recyclages, et comment on peut faire intervenir les communes, parce qu'on a l'impression de négliger les communes. Les communes doivent prendre les relais, ça doit être vraiment des programmes. Donc pour la réussite de cette action-là, il faut impliquer aussi les communes. Et quand on voit la commune, il y a les quartiers et les avenues. Il y a des chefs de quartier, des chefs de rue. C'est par là que ça doit commencer et non renverser là-bas, c'est pyramide inversée. Non, ça doit commencer à la base. Et nous avons mené des études, des enquêtes et nous avons fait des propositions pour que
cette question soit prise vraiment avec l'importance. Et après les premiers constats, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gestion intégrée des déchets, où on a montré comment on peut capitaliser des déchets et avec tout. Gestion intégrée, expliquez un peu. Gestion intégrée, comment expliquez-vous? Vous avez les déchets et puis après, vous devez prendre les déchets. D'abord, ça passe par la collecte. Et il y a toute une méthodologie de collecter les déchets parce qu'on ne doit pas mélanger les fers avec les bouteilles en plastique, avec les bouteilles en verre. Il y a toute une éducation à faire au niveau des familles, au niveau des avenirs, pour que, au niveau de la récolte, que nous puissions faciliter le travail des recyclages. Et en plus, il y a des outils que nous sommes en train de proposer. Et je pense que lorsque cet avis va être disponible, on pourra donner plus de détails pour que, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? On a beaucoup de projets, mais c'est des projets qui travaillent de manière isolée. On doit faire un rassemblage. Toutes ces actions, on sait que tel travaille à tel niveau et comment on peut faire l'intégration de l'ensemble d'acteurs. Et aujourd'hui, c'est chacun qui travaille dans son coin. Il n'y a pas un réseautage. Et nous avons pensé qu'il est important qu'on puisse recenser tous les différents acteurs qui travaillent dans le secteur. Et des enquêtes continuent actuellement pour identifier les différents acteurs. On a pris comme modèle la ville de Kinshasa, mais bientôt on va envoyer la ville de Lubumbashi. Comme ça, on a la possibilité de transformer les déchets en opportunités d'affaires. Il y a des gens qui gagnent leur vie en exploitant les déchets. En transformant les déchets. Oui. Vous aviez aussi parlé de la mobilisation des fonds verts, par exemple. C'est important, madame, parce que nous avons un pays qui est un pays de méga biodiversité, un pays solution avec nos forêts qui jouent un rôle très important dans la séquestration de carbone. Nous avons les tourbières qui captent des quantités énormes. Nous avons l'énergie renouvelable avec Inga qui a un potentiel inouï pour les énergies renouvelables. Tous ces éléments font que nous sommes un pays solution en termes d'atténuation. Mais aussi, nous pouvons aider dans les questions d'adaptation avec les forêts qui jouent un rôle important. Alors, face à ça, il faut des moyens. Et nous avons, dans la mobilisation des fonds verts, nous avons identifié d'abord ce type de fonds, parce que c'est important de savoir quels sont ces fonds. Dans cet avis, vous avez toute une panoplie de différents fonds avec les conditions d'accès à ces fonds-là. Évidemment, les RDC Pays Solution ne doit pas être un slogan. C'est une réalité. Et dans cet avis, nous avons montré que la RDC, effectivement, c'est un pays solution. Et il faut mobiliser. Il faut, et là, on voit déjà la diplomatie verte qui est en marche. Nous avons prôné cette diplomatie. Il faut encourager les efforts en cours pour que, effectivement, lorsqu'on parle climat à travers le monde, que la voix de la RDC soit entendue. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Bravo à nos autorités qui ont compris cela, parce qu'il y a quelques années, nous étions presque des parents pauvres lorsque nous étions dans ces forats au niveau international. Il n'y avait pas une représentation de haut niveau. Donc, cette question de changement climatique, la RDC joue un rôle, mais la RDC doit aussi tirer profit. Et dans cet avis, nous avons montré les astuces, les stratégies à mettre en œuvre pour que la RDC puisse effectivement adhérer à ces fonds. Parce que nous participons à beaucoup de rencontres, madame, au niveau international, que ce soit pour la COP sur la biodiversité ou sur les changements climatiques, mais la préparation n'est pas bonne. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, nous nous sommes retrouvés à Maroc lors de la COP 16, je crois, après celle de Paris. Et l'ambassadeur nous a dit, j'ai l'impression que la RDC, vous êtes venus en pied détaché. Vous avez des représentants de la société civile, du secteur privé, mais qui ne parlent pas le même langage.
nous voyons comment les autres pays arrivent. C'est vraiment, il y a une cohésion, que ce soit les secteurs privés, que ce soit la société civile, que ce soit l'administration, ils parlent le même langage. Ça démontre qu'ils ont eu en amont un travail en équipe et puis ils sont allés avec le même langage. Dans cet avis, nous donnons quelques pistes pour que nous puissions être dans une cohésion, pour que effectivement la voix de la RDC soit attendue. Ok. Alors, vous avez parlé aussi de satellites, que non, la RDC devrait quand même avoir son propre satellite. La RDC n'en a pas depuis. Ah, il y a des efforts en cours. Hein. Quand nous avions commencé cette avis, il n'y avait pas de satellite. Mais aux dernières nouvelles, c'est là que je vous dis que nous sommes écoutés. Hein. Nous sommes écoutés et nous sommes en bonne voie. Je ne sais pas donner tous les détails par rapport à ça. Il est important d'avoir notre propre satellite parce que il y a toutes ces questions sur nos minéraux stratégiques. Il y a toute la question sur les changements climatiques. Il faut observer ce qui se passe dans notre pays. Et quand on départ, et là, dans le domaine de la communication, vous savez l'importance d'avoir un satellite propre. C'est un élément de souveraineté. Et si ces questions... Et de sécurité aussi. De sécurité nationale. Donc, nous avons abordé ces questions. Et je dois dire que nous travaillons aussi avec les experts. Les conseils économiques ne travaillent pas à vase clos. Au-delà des travaux dans les commissions thématiques, les 7 commissions que nous avons aussi des séances académiques. Je pense que Top Congo couvre parfois les séances académiques où nous invitons des experts, des renommés dans les différents domaines, et on essaie de réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons apporter un avis constructif sur ces questions-là. Donc, la République démocratique, la nécessité d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre pour la RDC, c'est important. Donc voilà, ça c'est un des sujets parmi tant d'autres. Hein. J'ai parlé tout à l'heure du foisonnement, des forages dans la ville avec des conséquences incalculables. Parce sur que la santé, par exemple, de la population. La centaine de puits que nous avons, des forages que nous avons, sur lesquels on a mené des observations, il n'y a pas de services étatiques qui suivent au quotidien. Il n'y a pas d'analyse. Et les quelques échantillons que nous avons amenés dans des labos pour contrôle ont été très, très alarmants. Et nous attirons l'attention des décideurs par rapport à cette question. Donc, nous sommes à l'écoute, nous voyons ce qui se passe tous les jours. Mais par exemple, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ça, vous n'en parlez pas? Ça, vous ne donnez pas vos avis parce que si ça nous fait avons quand même parlé nous parlons c'est une problématique très importante et ça concerne un grand nombre de la population qui est en manque de l'eau et de l'électricité tous les jours. C'est justement pour ça que les gens commencent à faire des forages parfois dans des conditions qui ne sont pas appropriées. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous n'aviez pas donné des avis par rapport, d'abord parce que si on assurait l'eau pour tout le monde, il n'y aurait pas... C'est comme si vous avez lu la vie. Justement, c'est une des conclusions, c'est d'arriver à fournir l'eau potable à la population. À ce moment-là, ce phénomène va disparaître de soi-même. Facilement donc, de soi-même. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas autant de puits. Mais lorsqu'on va encore... la Régie des eaux va faire correctement son travail, l'eau sera disponible et l'eau de forage sera utilisée juste pour laver les véhicules. J'ai été aussi attirée par des avis sur la gouvernance, mais moi je vais beaucoup plus me focaliser sur la gouvernance forestière. Qu'est-ce que vous donnez comme, je dirais, contribution, parce que c'est la contribution, vous la faites par vos avis, en donnant des avis. Cette contribution pour qu'il y ait une bonne gouvernance financière. Parce que je me rappelle l'année dernière, ou je crois il y a 2 ans, j'ai interviewé l'ambassadeur, le ministre britannique, je crois, de l'environnement, de l'environnement pour l'Afrique. Je lui ai posé la question parce que la RDC ne bénéficie pas vraiment de ce qu'elle donne au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, si nous gardons cet équilibre climatique, c'est aussi grâce aux forêts congolaises. Pays solution, je le disais tout effectivement. Mais il m'a répondu que non, la RDC devrait d'abord arranger sa gouvernance, sa gestion des finances. Alors, on ne l'explique pas qu'au Congo-Brazzaville, qu'on donne de l'argent là-bas, mais la RDC n'en bénéficie. Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même évolution, quelle
sont les avis ou les contributions que vous donnez pour que nous puissions avoir une bonne gouvernance financière ou forestière, si je dois le dire ainsi, pour que ça profite à la population? Tout à l'heure, lorsqu'on a commencé cette émission, c'est parmi les avis que j'ai mis en priorité parce que c'est important qu'il y ait une bonne gouvernance. Et nous sommes allés plus loin dans les détails où on a abordé les thématiques. Et parmi les thématiques émergentes, nous avons abordé la question forestière. Comment on peut améliorer la gestion de nos forêts. Nous, on parle de gestion durable des forêts, mais tout ça passe par l'homme. Il faut recycler l'homme. Quand vous voyez les niveaux de l'administration, vous en vivez en province, et vraiment, beaucoup d'administratifs sont éligibles à la retraite. Donc, il y a un travail de recyclage, de formation de l'administration. Du personnel. Du personnel. Et nous avons, et je pense qu'au-delà des avis, quand vous écoutez les différents discours de notre président, son Excellence Jean-Pierre Kiwakana, lors des ouvertures ou des clôtures de nos sessions, le Conseil économique a toujours plaidé pour qu'il y ait des états généraux de forêt. Parce qu'il était important avant de revisiter les codes forestiers, parce que le code forestier de 2022 est devenu obsolète. Quand vous parcourez ce code, nulle part on parle changement climatique. Il y a beaucoup de thématiques qui ne sont pas dans ces codes-là. Et nous avons pensé qu'il était important qu'il y ait des états généraux de forêt pour aborder vraiment les problèmes qui minent ces secteurs. Parce que vous vous rappelez, en 2002, lorsqu'on a eu ces codes, c'était pour booster les secteurs forestiers. On a pensé qu'en exploitant de manière industrielle les forêts, ça allait créer des emplois, ça allait booster l'économie, ça allait contribuer énormément au budget. On n'en est pas arrivé. On n'est pas arrivé à ça. Nous avons... la société civile a beaucoup dénoncé les manques de transparence dans la gestion de ces secteurs, l'exploitation illégale, le non-respect des textes, parce que les textes sont là, mais il faut les mettre en application. Chez nous, parfois, on veut changer les textes sans essayer de les mettre en application. Donc, nous avons pensé qu'il fallait modifier les textes, mais avant d'y arriver, il fallait passer par les états généraux, et nous avons proposé une séquence, états généraux de forêt, pour faire les diagnostics des secteurs. Les diagnostics de fonds. De fonds. Là, vous allez parler de la transparence, qui fait quoi, qui gère quoi, mais aussi déboucher sur une politique forestière. Quelle est l'orientation que nous voulons donner à nos forêts d'ici 2030? Ça s'appelle la politique forestière de la RDC. Nous n'en avons pas. On n'en a pas. Nous avons mis la charrue avant le bœuf, nous avons un code forestier, mais qui répond à quel impératif? À quelle politique? Il faut d'abord la politique forestière, et pour avoir la politique forestière, il faut un diagnostic. Donc, nous avons proposé les schémas, et nous sommes en train de suivre les schémas. Vous voyez que nos avis ne sont pas en l'air, parce qu'on a tenu les états généraux de forêt, on est en train d'aller vers la politique forestière. Et lorsqu'on a une politique forestière, on peut maintenant aller dans les codes forestiers. Est-ce qu'on va s'arrêter au code forestier? Parce qu'on peut avoir les codes forestiers, on peut aussi avoir un code sur le changement climatique qui aborde vraiment en profondeur ces questions, comme la loi sur la conservation de la nature, ainsi de suite. Et là, tout dépend. Les points de départ, ce sont les états généraux. On vient de franchir cette étape. Nous espérons que cette année 2024, avant la fin de l'année, nous aurons une politique forestière qui définit les priorités dans ces secteurs et qui met en place des garde-fous pour éviter les dérapages. Parce que on a demandé aux entreprises d'aller vers le plan d'aménagement. Combien d'entreprises ont les plans d'aménagement? Et celles qui ont les plans d'aménagement, est-ce qu'elles les mettent en œuvre? Est-ce qu'il y a On a parlé de clauses de cahier social. On a pensé que cette fois, les communautés allaient bénéficier de responsabilité sociétale. Oui. Tout ça, ça reste théoriquement dedans, parce que la pauvreté, si vous voulez la voir, elle est dans les secteurs où il y a l'exploitation forestière.
Alors, on a fait ces diagnostics, on a trouvé les causes. Ceux qui ont participé aux États généraux, ils ont vu qu'il y a eu un diagnostic sans complaisance. Et nous pensons qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. On peut continuer à réfléchir et déboucher sur une politique forestière et plus tard sur un code forestier qu'on devra mettre en application. C'est là que ça pose problème. La mise en application. Et il faut qu'il y ait suivi. Et il faut qu'il y ait suivi. Il y a d'autres avis du Conseil économique et social sur la gestion des forêts et tourbières en République démocratique du Congo. Vous en avez parlé ici, au cœur des enjeux climatiques. Effectivement. Parlez-nous un peu plus. C'est ça, les livres. En fait, aujourd'hui, on parle pays solutions. Pour nous, c'est parti de cet avis-là qui a montré à travers cet avis l'importance de ces pays comme un pays de méga biodiversité. Il n'y a pas plus de 10 pays à travers le monde qui sont classés comme pays de méga biodiversité. En Afrique, je crois, il y en a 2 ou 3, la RDC et les pays les insulaires, là. Madagascar, des pays de méga biodiversité. Nous avons plus de 60% des forêts de la RDC. Et là, nous avons d'Afrique. Là, nous avons fait un diagnostic, nous avons présenté les potentiels et nous avons donné des pistes par rapport à la gestion de ces ressources. Et on ne s'est pas limité seulement à la forêt et on a abordé une question très cruciale, ce sont les tourbières. La question des tourbières est parlée seulement dans le monde scientifique. Mais les communautés, est-ce qu'elles sont associées à ces genres de débats? Ici, nous voyons, nous avons abordé la question comment capitaliser ces tourbières en République démocratique du Congo et l'eau. Évidemment, vous allez voir que nous travaillons beaucoup sur la question des eaux et comme une richesse qu'il faut capitaliser parce que vous savez qu'à cause de nos eaux, il y a eu un projet au Tchad, les fameux Transaqua. Le Conseil économique et social a attiré l'attention, la sonnette d'alarme à travers un avis sur Transaqua. Les enjeux de ces Transaqua, où il était question, je ne sais pas, madame, si vous vous rappelez de ces projets, transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Et cet avis du Conseil a montré les conséquences sur le plan écologique, sur le plan économique et même sur le plan sécuritaire. Même les tourbières allaient être impactées, oui. Évidemment. Donc, c'est comme si vous avez lu cet avis sur les tourbières, parce que nous avons montré avec les projets sur Transaqua l'impact de ces transferts sur les tourbières. Et les liens entre l'eau et la forêt. Il n'y a pas de forêt sans eau et il n'y a pas d'eau si on n'a pas la forêt. Donc, ces avis-là sont des avis... on essaie de ne pas être trop technique et ne pas être trop superficiel. C'est vraiment à la portée des décideurs où on fait un état des lieux qui se termine par des préconisations. Il y a aussi d'autres avis. Par exemple, pratique durable d'amélioration des sols, des productions agricoles et de protection des forêts à promouvoir. Ça aussi, c'est un avis. Est-ce que vous voulez placer un mot là-dessus? Nous avons 80 millions d'hectares de forêts, des terres arables. Mais pendant ce temps, nous continuons à importer les produits agricoles. Là, c'est Transaqua. Oui, ça, c'est le fameux projet Transaqua sur le transfèrement des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. Heureusement, nous avons été suivis. Ce projet a été mis vraiment dans les frigos ou dans les congélateurs pour ne plus en parler. Donc, l'agroforesterie, on a mis l'accent sur l'utilisation d'engrais verts. Parce que la tendance, c'est quoi? C'est d'utiliser les engrais chimiques. Et nous avons malheureusement l'expérience de Bukangalonzo, où on peut produire, on a l'impression que ça donne, mais après 2-3 ans, vous avez des conséquences qu'on continue à gérer. Et là, nous avons fait la promotion de l'agroforesterie comme méthode pour produire pendant longtemps et surtout sédentariser les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans les zones forestières,
les populations pratiquent la culture sur brûlis. On parle de l'agriculture itinérante sur brûlis. Parce qu'après avoir incinéré la forêt, c'est vrai, on a la première récolte, elle est bonne, mais après le temps... La deuxième, ça baisse parce qu'il y a beaucoup de conséquences du fait sur la faune du sol, ainsi de suite. Et à ce moment-là, ils se déplacent et c'est une des sources, un des moteurs de la déforestation en République démocratique du Congo. Donc, nous avons mis l'accent sur l'agriculture durable, où nous avons vraiment donné des précautions pour éviter au maximum les engrais chimiques. Donc, vous avez parlé aussi de l'agriculture familiale. Évidemment, évidemment. Parce que ça, il faudrait avoir vous avez 2 hectares, avec l'agroforesterie, vous pouvez utiliser ça pendant des années. Et ça fait des générations qui n'ont pas besoin de faire le déplacement. Nous avons fait, il y a quelques années, dans nos activités, montrer l'importance d'éviter l'itinérance, parce que ça a des conséquences même sur l'éducation. Imaginez si les champs commencent à être... à s'éloigner de plus en plus du village, les enfants doivent suivre les parents et à ce moment-là, ça a des conséquences sur l'éducation. Et cet avis donne l'importance de l'agroforesterie dans la production et dans la préservation de l'équilibre familial, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur René. Je rappelle à nos téléspectateurs sur YouTube ou sur FM, nos auditeurs, je rappelle que nous avons dans ce studio Monsieur René Ngongo. Il est conseiller de la République. Il est rapporteur au sein du Conseil économique et social, mais il est aussi, parce que ça, j'ai oublié de le rappeler, de le souligner d'ailleurs, il est environnementaliste et c'est pourquoi nous avons abordé beaucoup plus de questions sur l'environnement. Je suis aussi beaucoup plus intéressée sur cet avis parce qu'on a parlé de problèmes de forage, de problèmes d'eau ici, mais c'est très important, hein, des eaux douces. Oui. Des avis sur les eaux douces en République démocratique du Congo. Vous pensez quoi? On doit aller chercher ces eaux quelque part ou bien nous en avons ici? En fait, lorsque nous avons mené des enquêtes ou une étude sur les premiers avis sur Transaqua, qu'est-ce que les Tchadiens et les autres nous disent? Mais vous avez de l'eau, vous ne l'utilisez pas. Vous continuez à importer du poisson pour vous continuer. Vous avez de l'eau que vous ne savez pas utiliser. Effectivement, ils avaient raison. Et cet avis Nous avons des eaux douces ici en République démocratique du Congo. Toutes les eaux que nous avons, à part notre côte à Mwanda, les eaux internes, c'est des eaux douces qui sont utiles pour Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant, vous savez, me citer des exemples où on fait l'agriculture irriguée. Et pourtant, nous avons des rivières pour irriguer. Notre agriculture c'est une agriculture pluviale où on dépend des saisons. Et avec les changements climatiques, vous avez suivi des catastrophes. Trop d'eau, trop de sécheresse, ça perturbe les systèmes agricoles. Or, avec l'eau, nous pouvons capitaliser ça pour d'abord avoir de l'approvisionnement. Ce n'est pas normal que nous puissions encore faire le forage pendant que nous avons des cours d'eau partout. Nous sommes bénis par les cours d'eau. C'est impensable que la population ne puisse pas avoir accès à l'eau potable. Les cours d'eau qui sont malheureusement pas entretenus, c'est ça aussi le problème. Parce ça devient des poubelles. Nous avons parlé de gestion intégrée. Tous ces déchets se retrouvent dans les cours d'eau, ça bouche les canalisations et puis après on a des inondations. Donc cet avis a montré l'importance des eaux douces congolaises qui peut être capitalisée sur le plan agricole, sur le plan de la santé. Et c'est important de capitaliser ça parce que nous avons une ressource que nous ne capitalisons pas et les autres sont en train de vouloir prendre nos ressources parce que nous, on ne les utilise pas. Est-ce que, M. Ngongo, vous donnez aussi des avis sur, par exemple, les antennes, je ne sais pas comment on les appelle, hein, les antennes, les signaux qui sont transmises à travers les antennes que nous avons, des antennes de télécommunications, par exemple. Vous donnez aussi des avis sur ça? Il y a une commission, sur la santé de la commission santé est en train de travailler sur un avis là-dessus. Peut-être que le président de cette commission pourra vous parler de ça parce que les gens acceptent des antennes dans les parcelles, mais sans comprendre la conséquence ou les conséquences parce qu'il y en a plusieurs nombreuses de ces antennes. Donc ça, c'est une question vraiment
qui est abordé par nos collègues de la commission santé, affaires sociales et culturelles. Donc, je ne sais pas entrer trop dans les détails, mais le lien est évident. Il y a des conséquences, même en dehors des antennes, mais il y a des gens qui vivent sur les lignes à haute tension. Oui, oui, ça on a vu, ils construisent. Oui. On a connu même un cas ici à Matadi-Kiba, là, c'était regrettable. Et là, c'est des conséquences. Maintenant, on court pour chercher une solution, mais on doit prévenir. Il y a des normes par rapport aux lignes haute tension. Il y a des distances qui doivent être respectées. Je parlais tout à l'heure, madame, du respect des normes. Et ça fait partie de la gouvernance. Est-ce qu'il est arrivé parfois vous donnez des avis et puis bon, vous remarquez parce que vous n'êtes pas là pour contraindre les gens à appliquer les avis que vous donnez, comme ce sont des conseils bien sûr. Mais est-ce qu'il arrive que vous regrettez quand même que vous avez donné un avis et puis il y a eu un incident et on n'en avait pas pris en compte et puis bon, après on a connu des catastrophes. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est arrivé par moment, mais maintenant ça nous a permis de faire le suivi de nos avis. On ne s'arrête pas à envoyer les avis, mais on fait le suivi. On organise des journées portes ouvertes, on fait des échanges avec les secteurs qui sont concernés par ces questions. On essaie d'interagir pour faire, parce que le meilleur traitement, c'est la prévention. Et nous sommes beaucoup plus dans les questions de prévention, sur des questions comme celles que vous venez de soulever, les constructions sur les longs des lignes à haute tension, avec les antennes qui pilulent dans la ville. Il n'y a pas que ça. Il y a ces stations qui sont construites partout, des stations d'essence, des carburants. Ça, c'est des dangers. Au-delà de l'explosion ou des catastrophes. Dans des stations construites tout près des habitations. Il y a des normes qui ne sont pas respectées. Et il y a un avis en cours d'édition qui aborde ces questions-là. C'est ça notre rôle, en fait. Donc, c'est ça votre rôle. Alors, quand on parle environnement, quelquefois, on jette aussi un coup d'œil sur le mine, par exemple, parce que ça vient du sol. Le sol fait partie aussi de l'environnement. Est-ce que vous y jetez aussi un coup d'œil? Est-ce qu'il y a des avis? Si vous regardez, on a participé à la révision un peu jaune, là, oui. On a participé, vous pouvez lire les titres. Des avis, oui, vous en avez aussi. On a participé à la révisitation du code minier. Parce que, encore une fois, nous sommes potentiellement riches, avec tout ce qu'il y a comme minerais qu'on retrouve sur le tableau de Mendeleïev. C'est comme si Mendeleïev était venu ici au Congo pour faire son tableau. Il y avait une population qui est pauvre. Et nous avons vraiment contribué pour que les normes, l'Agence congolaise sur l'environnement soient vraiment responsabilisées pour les études d'impact environnemental et social. Nous avons aussi travaillé sur les redevances minières au profit des communautés. Vous savez que de plus en plus, les communautés reçoivent. Et ça, c'est le code qui met ça en évidence. Ça a été une des contributions du Conseil lors de la révisitation de ces codes. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions avoir des minéraux aussi stratégiques. Je pense que nous venons de publier un avis qui est sous presse. C'est la République démocratique du Congo face à la transition énergétique cas de la production de batteries électriques. C'est quand on dit nous sommes solution, il n'y a pas que les forêts, les toubières, madame. Nous avons, aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers les voitures. On a les cobalt, on a les lithium, on a et tout pour ça. faire ces batteries, ça doit être la RDC. Dans notre avis, nous disons, il n'y a pas que les minéraux qui doivent être exploités. Il faut transformer ces minéraux. Nous devons produire ces batteries ici. Et peut-être plus tard, pourquoi pas, produire les mêmes véhicules. Le ministre, je crois, de l'Industrie avaient annoncé qu'on va commencer à les faire. En tout cas, M. Ngongo, je vous remercie. Nous sommes presque à la fin parce que c'était 45 minutes déjà de l'émission. Mais la question en lien avec la thématique du jour, donc, nous avons essayé de répondre un peu au modèle économique pour une gestion durable du secteur de l'environnement, parce que là, nous avons ramassé de part et d'autre. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, les secteurs de l'environnement peuvent booster aujourd'hui l'économie de la RDC? Bien sûr, bien sûr. On ne sait pas parler. Au fait, quand on parle de développement durable, il y a toutes ces questions économiques. Malheureusement,
pendant longtemps, le monde est allé vers les volets économiques. Conséquence, on a eu une économie grise avec des conséquences que nous sommes en train de regretter aujourd'hui avec les changements climatiques. Et on a parlé de l'économie verte. C'est pourquoi? Parce qu'on veut associer au volet économie, au volet social, le volet environnement. Quand vous avez les 3 piliers, vous avez la durabilité. C'est comme ça que l'avantage que nous avons au Conseil, c'est que au Conseil économique et social, sur l'ensemble des thématiques, on essaie d'être le plus complet. On aborde la question de l'agriculture, mais on voit les volets environnement. On aborde des questions économiques, on voit comment est-ce qu'on peut verdir notre économie. Donc c'est important que la RDC qui a des richesses qui sont là, tout le monde parle de ces richesses, mais on doit les gérer durablement. Voir, et j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'ACE, l'Agence congolaise de l'environnement. Ça ne doit pas être une petite agence, c'est vraiment quelque chose d'important, même dans la construction, dans tout projet d'investissement doit tenir compte de ces avis de cette agence-là. Et nous rappelons aux décideurs les outils qui sont disponibles pour que nous puissions ne pas voir seulement les volets. C'est comme un trépied. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un pied qui soit plus long que l'autre. À ce moment-là, il n'y a pas d'équilibre. Et nous veillons à ça à travers nos avis. Donc, quand vous avez parlé de ces thématiques, nous y travaillons. Nous y travaillons régulièrement. Et nous essayons de donner à travers nos avis des préconisations. D'abord, généralement, nos avis, c'est un état des lieux pour montrer les problèmes, comment ils se posent. Et on termine par les préconisations pour que, plus tard, nous puissions penser aux générations futures. Parce que nous avons réussi ces ressources. Et il y a aussi des générations futures qui vont venir après nous. Alors, merci beaucoup, Monsieur René Ngongo. C'est moi qui vous remercie. Très contente de vous avoir dans nos studios parce qu'on a déjà eu à enregistrer une émission, mais c'était à vos bureaux. Oui. Mais en tout cas, nous sommes très heureuses de vous avoir ici au studio Top Congo FM, studio Dr Lusakweno. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et vous, téléspectateurs sur YouTube, grâce à Patrick Mongongo. Sur FM, c'était grâce Lema et la réalisation a été assurée par Miguel Mina. Nous allons nous revoir le mercredi prochain. Bye. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.